Ansar. Karine, Karine, Karine. Mon Dieu, quel courage il nous faut pour arriver jusque-là. Ouais, Hein, l'audace. l'audace. Je voudrais juste dire un petit peu à nos auditeurs et à nos auditrices, je pense qu'il y aura peut-être plus d'auditrices aujourd'hui avec nous, comment on s'est rencontrés. Et puis on va se laisser sentir comment ça avance tout ça. Moi, je t'ai rencontré, enfin, nous nous sommes rencontrés, c'était à Sorority Days, au mois de novembre dernier, au mois de septembre. C'était septembre, il me semble, hein. C'était le 12 janvier Le 12 janvier. 2020. Ah, c'était en janvier? Ouais. Waouh, j'étais persuadée que c'était en 2019. Donc c'est tout neuf, c'est tout récent, la première fois qu'on a pu se rencontrer en vrai à Paris, à la Divine Comédie, à Sorority Days, où nous participions eh bien, ensemble à cette magnifique aventure. Est-ce que tu étais aussi à la colonie des âmes de femmes? Non. Tu n'étais pas là. Donc c'était la première fois, c'était bien à Paris, donc en janvier dernier. Hmm. Et je me souviens d'un truc que tu m'as dit, Karine, tu es la, comment dire, la spécialiste francophone de la vulve. Tu m'as sorti un truc. Je ne sais plus ce que tu m'as sorti. Je suis restée comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Et puis de fil en aiguille, voilà, on a appris un petit peu à faire un peu plus connaissance. Et moi, je te suis assez assidûment dans ton œuvre parce que toi aussi, tu œuvres dans ce terreau magnifique qu'est la vulve originelle, le vagin, euh, et tu es marocaine. Et ça, comment te dire, le fait que tu sois marocaine, que c'est-à-dire que tu aies deux cultures et que tu oses lever le voile sur cet espace de la femme qui a été tellement tabou, tellement enfoui, je ne pouvais pas ne pas t'inviter pour que tu puisses nous parler de ton œuvre. Ansar, c'est quoi ce joli prénom? Merci, merci. Bah, rien que ce matin, en fait, j'ai dit, Karine, bah, pour te présenter un peu et pour poster une publication, parce que c'est encore plus pratique et efficace quand on poste juste après le rendez-vous à l'interview. Et j'ai dit, elle est authentique, voilà, voilà. Et puis, c'est la porte-parole du monsieur clitoris. Et puis oui, pour moi, en fait, tu nous as rapprochés. Moi, je t'ai connu, ouais, on s'est rencontrés corporellement à la Sorority Day, mais je te suivais avant et je me rappelle une fois, en fait, je suivais pardon, j'ai envie de parler de ça avant de passer à Vas-y, ta vas-y, on y va, on y est dans le flot. Ouais. Et puis je voyais, c'était une Facebook, une vidéo live, et puis tu m'as fait pleurer. C'est-à-dire, on peut pas ne pas être touché quand le cœur est ouvert, quand le corps est ouvert. Et quand le corps est ouvert, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur un processus de pardon et en profondeur. Et j'ai pleuré. C'est-à-dire que tu as touché. J'ai dit, ouais, waouh, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire qu'on peut parfois voir. Oh, c'est du marketing, c'est tout ça. Et puis, on fait la différence, on décèle ce qui est très profond et authentique. Et tu m'as fait pleurer. On dirait que tu parlais de mon histoire et de de l'histoire de ces femmes, mais avec une éloquence, avec une aisance, c'est dire OK. Et j'ai adoré. Et puis quand je t'ai retrouvée, je dis waouh, c'est... Donc voilà, c'était important pour moi de te le dire. Et je te l'avais dit, tu m'as fait pleurer et tu me fais pleurer en fait. Mais pas c'est les pleurs de tristesse, non. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tu parles à la place de plusieurs femmes qui n'oseront pas, qui refuseront. Et ça, c'est merveilleux de voir en fait l'inspiration, tout simplement. Tu nous inspires. Et donc, c'est peut-être ça t'encouragera encore d'aller de l'avant, d'aller creuser, même s'il y a des insultes, même s'il y a de la limitation. Mais il y a quelque chose, d'autres espaces qui t'invitent encore à aller Hmm. creuser tes espaces. Oh, j'aime beaucoup parler, hein. Cet espace est pour toi, Ansar. Que tu nous livres Merci. vraiment
Moi, j'ai à cœur de recevoir Oh. mes sœurs de vulve, mes sœurs de cœur, mes sœurs qui œuvrent dans les mêmes espaces que moi, parce que c'est important que la terre entière sache que tu existes, que nous existons et que nous avons des choses à transmettre, en tout cas en ce qui concerne l'intime des femmes. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Donc, je te demandais tout à l'heure ton prénom. Ansar, je l'avais jamais entendu. Pourtant, tu vois, je connais beaucoup de Marocaines. Je vois, je suis quand même en lien avec la communauté marocaine. Mais Ansar, je l'avais jamais entendu. Ça vient d'où? C'est quoi ce prénom? Alors, alors moi, je suis arabo-musulmane, donc je suis arabe et marocaine. Et principalement, je veux dire de base. Et puis, ce prénom-là, en fait, c'est un prénom qui est arabe, mais qui n'est pas marocain. C'est-à-dire que c'est un prénom, on le trouve, qui est très fréquent, en fait, en Orient. Chez les Libanais, chez les Syriens. Et donc, ce prénom aussi, on appelle aussi des garçons comme ça, en fait, Bah Ansar. oui. Moi, Wow. j'ai surtout vu en fait plusieurs hommes en fait qui s'appellent Ansar et qui sont de ces régions-là. Mais mon père, il m'a appelé comme ça parce que mon père est un avocat et qui est très très engagé jusqu'aujourd'hui. Et donc, qui est marocain et qui était étroitement lié avec les prisons là-bas. Donc, c'était un village au sud du Liban Mhm. au sud du Liban, et puis où il y avait en fait les sionistes qui emprisonnaient les Palestiniens et les Syriens. Donc c'est vraiment politique. On est sept, bon, une qui est partie dans l'autre monde, et on est, je pense, les quatre premiers, ils ont vraiment des appellations, mais purement politiques. Et donc jusque-là, j'étais très fière du choix de cette partie de ce prénom, jusqu'à peut-être il y a 4 ans. Et quand les gens me demandaient, alors c'est quoi Amsar? Et je disais, c'est une prison au sud du Liban, mais j'étais très fière de ça jusqu'au jour où, il y a à peu près 4 ans, où je disais, mais attends, et je me suis vue vraiment emprisonnée. Et emprisonnée dans mes... voilà, on porte quelque chose de nos prénoms, on porte quelque chose de cette histoire, beaucoup de choses de notre histoire et un peu de nos prénoms jusqu'à un jour où j'ai dit, bah attends, oui, c'est le choix de mon papa de m'appeler sur cette appellation, sur ce qu'il incite et tout ça, ce qu'il appelle, ce qu'il interpelle. Et moi, j'ai le choix. Je suis pas obligée de changer mon prénom, mais j'ai le choix de choisir d'autres choses. Parce que ce prénom-là, il a d'autres appellations, il a d'autres significations. Et quand je trouvais, ben, Ansar, ce sont les alliés de Dieu. Et puis je dis, ah ben ouais, ben, je pense que je vais choisir plutôt ça, cette signification. Et Plus puis, léger. plus léger et jusqu'à un moment où je me suis réconciliée, mais dans toutes les appellations de ce prénom pour dire que ben, c'est juste Amsar, sans vraiment aucune définition, aucune racine, c'est juste Amsar et puis c'est au-delà du prénom. Et je t'assure, en fait, ça a ouvert plein de portes dans ma vie, d'aller voir cet espace que porte mon prénom et de faire mon choix. Et ensuite, dans ces choix, émanent d'autres choix. Et c'est merveilleux parce que rien, tout est connecté. Donc, j'ai vu en fait l'impact sur ça en fait dans ma vie, mais vraiment même intime et plein de choses. Waouh, super en tout cas. Moi, ce que je trouve fabuleux, je ne sais pas depuis combien de temps tu t'es réconcilié avec ton prénom et si ça coïncide avec cet espace finalement de l'intime des femmes. Tu invites en fait les femmes à se reconnecter en fait à leur intime avec élégance. On voit tout le temps ce mot-là derrière tes publications, comme si l'élégance pour toi c'était fondamental. Il y a quelque chose qui est profondément enraciné avec cette élégance. Moi, quand je t'ai rencontré donc au mois de janvier à Sorority Day, tu avais une robe magnifique dans le rose, c'était juste sublime. C'est vrai que cette élégance, cette féminité, ce raffinement, ça fait un bien fou. Moi, ça me fait énormément de bien de voir cette élégance et que tu puisses en fait la transmettre jusque sous nos jupes, que tu invites en fait cette élégance sous nos jupes, qu'en fait, c'est vrai que les vulves des femmes, les vagins
ont tellement été décriées comme étant des monstruosités, comme étant des choses à bannir. Euh, Moi, j'ai mis de la douceur. On disait tout de suite en backstage, c'est vrai que toi, tu es dans l'élégance et moi, c'est la douceur. Et finalement, les deux combinés, mais ça donne de la résilience profonde. Euh, Moi, j'aimerais te poser la question, Ansar, quand même, parce que moi, je sais pourquoi j'œuvre avec les femmes dans cet espace-là. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, une Marocaine, eh bien, se sent investie? C'est quand même pas rien, tu vois, d'être une Marocaine. Moi, je te vois faire tes publications, donc tu parles en arabe, c'est bien ça, tu parles en arabe. Oui, oui. Et bon, je sais, je comprends rien, mais alors ça chante, c'est magnifique. Bien, je me dis, cette femme qui parle arabe, qui est en train de dire au monde entier, aimez vos vulves, aimez vos vagins. Je dis, mais waouh, qu'est-ce qui fait? C'est que ça vient d'où? Pourquoi t'es poussée à faire ça? C'est quoi cette histoire? Ouais, c'est étrange. C'est étrange. Alors, quand je vois un peu derrière, je me dis que j'ai pas d'autre choix en fait. J'ai pas Mhm. d'autre choix. On parle du choix et on a toujours le choix. Et parfois, quand c'est ta destinée et quand tu es pour ça, hein, et donc quand tu vas aller chercher ailleurs, trouver des portes de sortie pour faire quelque chose, pour soi-disant combler, eh ben, tu souffres, hein. Et donc, quand tu vas te rapprocher tout doucement à cette voie-là, ben, tout s'ouvre, hein, tout s'ouvre. Tout à l'heure, je dis souffre, souffrance, quand c'est pas à toi ou quand c'est pas ton principal espace. Tout se montre en fait. Ma mère me disait, quand je conduisais une fois en fait, et je dis, mais attends, je suis perdue. Je ne sais pas, je connais pas la route. On conduisait, elle était avec moi, elle m'a dit, Ansar, juste avance et la route se montrera, se révélera à toi. Et puis comme elle m'a donné une gifle, quoi. Oh waouh, mais on peut l'appliquer sur. C'est-à-dire, la route, le chemin, les espaces, ces espaces expansifs ne vont pas se révéler au départ quand on est vraiment derrière la porte. C'est-à-dire, il faut oser aller vers la porte tout doucement, l'ouvrir tout doucement, et puis ensuite avancer, et puis tout s'ouvre. Et moi, en fait, j'ai fait plein de choses. Je suis biologiste à la base et c'est mon premier amour, la biologie, j'ai adoré. Et pourtant, la biologie, j'étais loin de, de, de voir ça non, de, d'avoir cette conscience que, ok, tu es biologiste, mais aussi ce corps est Mhm. un amas de cellules. Donc, il y avait vraiment une déconnexion totale. C'est-à-dire que j'étais biologiste juste pour mon travail, parce que j'adorais, mais il n'y avait vraiment pas cette connexion, en tout cas, avec le corps. Et alors, pourquoi je l'ai fait? Parce que moi, et puis la majorité des femmes, et là, je parle en connaissance de cause, la majorité des femmes maghrébines, arabo-musulmanes, ont laissé cette partie-là. Elles sont en elles, hein. Elles l'ont laissé juste avant. Elle sera utile quand il y a le mari qui va venir. Donc, on va pas aller. Vraiment, c'est ça. Donc, et même moi, j'anime des classes de féminité élégante et on parle plein de choses. Et donc, j'ai ce retour fréquent qui vient se dire, OK, il y a des femmes qui sont encore célibataires. Elle dit, ah oui, mais je savais pas. Moi, je pensais que elle sera, elle sera plus fonctionnelle, en fait, quand, quand le mari viendra. Et, Wow. et puis, ben, c'est ça, parce que vulve, vagin, clitoris égale sexe égale relation sexuelle. Et toi, tu œuvres dans le business. Si vous voulez vraiment l'argent, le business, l'harmonie, ben, elle est dans vos vulves. N'allez pas ailleurs. Et donc, pour voir en fait l'expansion de ce que nous apportent ces organes. Pas Tu que veux le dire par là que ces femmes, elles ont vraiment besoin pour s'expanser et prendre leur autonomie, de vraiment reprendre connaissance. De toute façon, il n'y avait pas qu'elles, il n'y a pas que les femmes marocaines ou arabo-marocaines. Je veux dire, ça concerne toutes les femmes, même nous en Occident. Moi qui accompagne des femmes, voilà, je parle pas arabe, mais je parle français, donc ma communauté est francophone. Mais je veux dire, on est toutes pareilles. On Oui, est toutes pareilles, avec une culture différente, mais je me rends compte à quel point c'est, tu sais, quand j'ai animé mes premiers cercles en 2015, je me suis rendu compte de ce désert de conscience.
dans les vagins, dans les vulves et surtout le massacre qui était là-dedans. Euh, et je pense que ça n'appartient pas, tu vois, que aux femmes arabes ou musulmanes. C'est vraiment la communauté féminine, si on peut parler d'une communauté de femmes, on peut dire ça, qu'on est très peu à avoir fait la réconciliation avec cet espace, c'est-à-dire que notre vulve, notre vagin ne sert pas qu'à faire l'amour ou à faire des enfants, ça sert aussi à poser une conscience vivante. On appelle ça ce fameux féminin sacré. Qu'est-ce que ça veut dire sacré? Ça veut dire conscient et vivant, d'accord? Dans lequel on s'est sujettisé. Mais c'est vrai que je trouvais très intéressant et important qu'on puisse se parler aujourd'hui en live pour vraiment, tu vois, euh, mettre vraiment toutes les femmes sur un même pied d'égalité. Hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Que c'est, Bien tu sûr, vois, oui, oui, oui. C'est ça, ce sont des thématiques qui ne concernent plus une certaine communauté, mais comme tu dis, c'est la communauté féminine, et si ce n'est pas aussi la communauté masculine, parce qu'il bien sûr. n'y a pas de différence. Quand je vois, il n'y a pas de différence, et surtout quand on voit vraiment le clitoris et le pénis dans vraiment la physiologie et la différenciation cellulaire, ça vient de la même source en fait, jusqu'à un dernier stade où ça se différencie en fait, et tu dis, hop, on porte, il n'y a pas de différence. Donc voilà. Et oui, non. Comme moi, je côtoie beaucoup de femmes, donc j'ose parler de quelque chose que je connais plus tout simplement. Et ce que Comment c'est accueilli, Ansar, tout ça? Dans ta alors, communauté, c'est accueilli comment? ah, c'est accueilli comment? Ah, bah, écoute, c'est accueilli. C'est Elles veulent ça. Mais il y a un proverbe qui dit elles veulent, mais elles résistent et soi-disant elles le refusent. Ou elles font semblant qu'elles le refusent. Il y a un proverbe qui est très joli en arabe. Bref, c'est-à-dire que Si en arabe, tu peux le dire en arabe, oui, comment il se dit? يتمنعن وهن راغبات. C'est en deux mots. يتمنعن وهن راغبات. C'est-à-dire elles se refusent alors qu'elles le désirent. Ah. C'est ça ce que vraiment la C'est un traduction. oui, mais qui se transforme en non, c'est ça? Oui, elle désire ça, mais elle se refuse. Et en fait, pourquoi elle le refuse? C'est pas parce que c'est pas conscient, hein, parce que je dis en fait qu'il faut vraiment se réconcilier avec le corps. Et pour se réconcilier vraiment avec le corps, il faut un processus de pardon profond. C'est-à-dire que on peut vraiment se livrer à la science, à la médecine alternative ou allopathique, ou vraiment aux sciences à tout ce qui est spiritualité, religion. Oui, c'est un premier niveau. Mais il y a un deuxième niveau. On se perd dans toutes ces sciences. On se perd dans toutes ces lectures. À un moment donné, il y a une source de confiance. C'est son corps. Son corps. Et donc, dans ce corps, il y a le cœur, et pour que cette fleur du cœur jaillit, jaillit, jaillit vraiment, nous donne cette vérité, eh ben, il faut encore descendre en bas, encore en bas. Hmm. Et s'il y a cette conscience, quand on dit conscience, c'est juste la présence, c'est-à-dire accueillir, recevoir, honorer cette grotte, cet océan. Moi, je le vois aujourd'hui comme un océan que plus vraiment qui est beau, qui est tellement parfumé, c'est même pas sacré, c'est comme un diamant. Et plus on avance, plus on se faufile, bah, plus on voit des perles, des coquillages, plus on voit de l'or, plus on voit du diamant, plus on voit du sacré, mais sous forme de plein de choses. C'est tout un monde marin à l'intérieur de ça. Hmm. Donc voilà, donc oui, et donc se livrer vraiment, il y a les résistances, pourquoi on refuse, pourquoi on veut même pas aller là, pourquoi on résiste, c'est parce qu'en fait, on est déjà rempli et empli par des lectures, des croyances, soi-disant des vérités, mais qui sont des mensonges. Quand est-ce qu'on dit que c'est un mensonge? Que cette vérité à laquelle je me suis livrée pendant des années, des années, des années, de génération à génération, ben c'est quand je commence un processus de pardon. Je dirais pas plus que le pardon. Le pardon.
Le Mm. pardonner, recevoir, inclure. Je ne peux pas inclure l'autre sans vraiment entamer ce processus de pardon, mais sincère, pas un pardon de là, non, un pardon qui fait pétiller toutes les cellules du corps, tu as cette jouissance en marchant, vraiment en ayant la bouche fermée, c'est-à-dire en silence, tout parle de toi. Mm. Ça, ce sont vraiment les résultats du pardon. Mais un vrai pardon, pas oui, je pardonne. Non, non, pas ça. C'est-à-dire avec soi et ça, le corps se libère et s'ouvre et te livre Mm. quand tu es Et prêt. quand est-ce que ça s'est opéré pour toi? Quand est-ce que tu l'as senti la première fois, cette ouverture du pardon dans ton Graal? Alors moi, en fait, c'est toute une histoire. C'est-à-dire que depuis toute petite, je voyais que au niveau de ma vulve, il y avait quelque chose comme une noisette qui était comme une noisette en fait dans ma lèvre. Et du coup, bon voilà, comme toutes plusieurs femmes, bah, cette partie-là, on la touche pas jusqu'à ce que tu te maries. Donc voilà, je me suis mariée et je me suis mariée avec un homme qui est urologue. C'est génial! Il est médecin chirurgien, il est chirurgien urologue. Donc tu dis, oh waouh, il va m'aider à faire des choses ou bien à voir ce que c'est. Donc au fur et à mesure, en fait, je vois que cette noisette, avant le mariage, c'était un petit peu, cette noisette, elle a grandi un petit peu au niveau de la lèvre, de la vulve, pour être encore plus. C'est pas cette lèvre, c'est les lèvres en bas. Oui, oui. Les Non, non, nymphes, toi. tu pars des nymphes, hein. Oui, voilà. Tu parles des nymphes. Oui. J'aime bien les appeler aussi les lèvres. pour, euh, pour être, voilà, pour être plus proche de ça. Et du coup, quand je me suis mariée, je me suis dit, oh, bah super, c'est un mari qui est urologue, donc sa spécialité, c'est là-bas, donc il va pouvoir peut-être m'aider à... Et donc, le cordonnier qui est mal chaussé, il m'a dit, bah écoute, tant que ça te fait pas mal, bah on le laisse, il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai laissé. Donc, je me suis livrée à mon homme, soit disons savant, qui sait un peu mieux que moi, et ça c'est important, et là je le dis avec toute transparence, il sait un mieux que moi parce qu'il est médecin et que sa spécialité est là-bas. Et donc j'ai laissé jusqu'à un moment donné où ça vraiment, ça prenait de l'ampleur. Mais c'était quoi? C'était un kyste que tu avais? C'était ça? Ben, au départ, je savais pas ce que c'était. Il m'a dit c'était la glande du Bartholin, ouais. Ah, la glande de Bartholin, ouais. Et puis on est resté comme ça jusqu'à ce que je suis, c'est bon, c'était esthétiquement pas, ça me gênait, donc il y Mhm. avait aucune douleur. Esthétiquement, ça me gênait, il n'y avait pas d'impact sur la jouissance vraiment sexuelle, mais c'était sur le côté esthétique et je voulais vraiment faire une opération. Et, euh, et il m'a écouté, il m'a dit oui, si tu veux, voilà. Et donc, juste vraiment, quand on a prévu tout ça, ben, j'étais enceinte. Donc, j'ai porté la vie, voilà. Porté la vie, donc j'étais enceinte et on s'est dit, ben, allez, puisque c'est pas urgent, on peut le laisser après l'accouchement. Donc, effectivement, c'est ce que nous avons fait. On a laissé après. Et donc, pendant la grossesse, ça a pris vraiment plus d'ampleur, plus de volume. Et voilà, je laissais un peu après, un an après l'accouchement, oui, voilà, et je me suis fait opérer. Mais pendant vraiment la prise de conscience que voilà, là, on opère ça, tout ce chemin, puisque j'ai la chance que c'était pas douloureux, donc j'ai vraiment, je me suis, j'ai offert vraiment, je me suis offerte vraiment tout ce parcours, tout cet accompagnement thérapeutique pour aller voir ça. Bon, moi là, je voulais vraiment éviter l'intervention chirurgicale et tout ça, mais bon, finalement, je l'ai pas évité, mais je me suis vraiment, c'était vraiment ça le point de départ. C'est-à-dire, tout ce que j'ai fait vraiment, tout ce que j'enseigne et maintenant je transmets, bah, je ne l'ai pas fait pour en avoir un métier. Moi, j'étais très bien dans la biologie, ou très bien à un certain niveau. Mais c'est tout ce que j'ai fait pour moi-même. C'est tout ce que j'ai œuvré pour moi-même. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire que quand tu guéris, quand tu te guéris toi-même, quand tu t'offres euh, ces cadeaux, ben, l'univers te le rend plus grand encore. Donc voilà, c'est comme ça vraiment. Moi, j'avais ça en moi. Je me suis fait opérer.
Et à un moment donné, vraiment là, je vais dire aussi une chose, parce que quand je faisais les consultations, j'avais une femme, une médecin, je ne sais pas, elle était gynéco peut-être. Et puis quand elle m'a vue, et ça, je l'oublierai jamais. Je suis en train de préparer un livre. Je l'oublierai jamais. Pourquoi je l'oublierai jamais dans la conscience? C'est-à-dire, la femme, si elle ne s'honore pas, elle va jamais honorer sa sœur. Et donc, l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. C'est pas l'homme, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc, Hmm. bon, j'étais dans la salle, donc elle m'a consultée et elle m'a vue, elle m'a dit, elle me regardait. Et donc, elle me regardait comme ça, elle voyait comme ça, elle voyait ma vue. Je me dis, OK, donc on va voir comment on va remettre ça après la chirurgie. Mais quand elle me parlait, en fait, j'ai pas accepté la façon avec laquelle elle me parlait. C'est comme si comme, on parle d'un doigt ou on parle de quelque chose qui... Mais non, mais attendez, c'est ma vulve, quoi. C'est de là où je reçois la vie, c'est de là où je donne la vie. C'est quelque chose qui est sacré, qui est vraiment honoré. Et puis elle me parlait pas avec cette douceur, mais comme si j'étais, voilà, on Un peut, morceau de viande. oui, vraiment un morceau de viande. On va voir si, voilà, comme ça, et voilà, elle mettait avec son doigt. On va voir si on peut le remettre ça comme il est, mais je ne vous assure pas ça, en fait. J'ai dit, OK, je suis sortie, j'ai dit, et c'est là où j'ai commencé à dire oui à mon corps, je commence à me respecter. J'ai dit à mon mari, eh ben non, je reviendrai pas là. J'ai envie d'un homme. Hmm. J'ai envie d'un chirurgien homme. Donc, on va commencer à chercher. Est-ce que tu peux m'aider? Je dis, ben non, vas-y. Je dis non. J'ai pas envie. Et vous savez, ce nom, en fait, pas le nom de là, le nom de, j'ai envie d'être respectée. Parce que je vais le dire, parce qu'un homme, quand il voit la vulve, il la voit pas comme les yeux d'une femme qui n'est pas dans cette conscience de cette partie-là. C'est ma Mhm. perception. Et du coup, on a vraiment cherché tout ça et on a été vu en fait un homme, un chirurgien. Oh là là, c'était doux quand j'étais avec lui, on était avec mon fils et tout ça. J'ai accouché parce que c'était 1 an après l'accouchement et il m'a dit allez-y. Et, euh, et elle, en fait, 2 médecins d'avant, en fait, elles m'ont dit que c'était un kyste. Voilà. Et donc, elle s'est basée sur le diagnostic de la précédente. Les 2 médecins, la deuxième, elle s'est basée sur le diagnostic de la précédente. Donc, sans vraiment aller chercher ce que c'est que tout ça. Et donc, lui, il m'a dit, allez-y, installez-vous, mais dans cette douceur. Hmm. Dans cette douceur. Et j'ai adoré. Et puis, elle s'ouvre. Voilà, je me suis ouverte. Et puis, il a Tu vu, t'es il m'a sentie accueillie, c'est ça que tu veux dire? Tu t'es sentie accueillie? oui, je me suis sentie accueillie, honorée. Et du coup, il m'a vu, il m'a dit, tousser, bon voilà, il a fait son diagnostic et tout ça. Et à un moment donné, il m'a dit, non, c'est pas un kyste. C'est pas un kyste. Et donc, j'ai adoré parce qu'il a honoré son job, son travail. Et donc, il est allé loin. Il m'a dit, non, on va prescrire une IRM en urgence. Donc, on a vu une IRM. Et il a vu, il m'a dit, oui, je vous ai dit que c'était pas un kyste. Donc, c'était un lipome. Un lipome, d'accord. Un lipome de 14 centimètres. Ah oui, quand même. Quand même, parce qu'en fait, pendant l'accouchement, avec tout le changement hormonal et tout ça, tout s'est explosé dans mon corps. Donc, c'était ça. Donc, on a fait l'intervention chirurgicale et ça s'est très, très bien passé. Et puis, voilà, juste après. Donc, ben, cette partie-là m'appelait vraiment à aller l'honorer encore plus et à aller vraiment transmettre ça aux femmes. Donc voilà un peu. Et aujourd'hui, quand je vois derrière mon passé, je dis, mais en fait, j'ai toujours été consciente, mais j'ai refusé cette conscience qui était là. Et du coup, ben, à un moment donné, le corps crie, parce qu'on ne va pas l'entendre quand il est dans la douceur. Donc quand il hurle, ben, c'est à ce moment-là. Et on peut l'entendre de différentes manières. Soit on va vraiment aller faire une ablation chirurgicale et puis basta, sans vraiment apporter cette conscience. Et moi, je suis chanceuse quand même parce que je me suis dit, j'ai laissé l'intervention chirurgicale jusqu'à la fin et puis je me suis accompagnée pendant à peu près 1 an et demi
c'est là où j'ai découvert en fait les huiles, l'aromathérapie, les fleurs de bac, tout, l'hypnose, la méditation. Je faisais de la méditation. Le vendredi, je partais dans les mosquées, la mosquée pour faire la prière du vendredi. Et le samedi après-midi, ben, je partais dans un centre oui, un centre tibétain pour faire la méditation tibétaine. Et bon, j'étais voilée, j'étais avec le voile musulman comme ça, et je voyais vraiment, je ne voyais aucune séparation. Aucune Hmm. séparation. C'est quand même incroyable comment tu racontes que finalement c'est par ta vulve que tu t'es ouverte à d'autres plans de conscience. Oui, ouais. Génial, c'est miraculeux. C'est miraculeux et aujourd'hui vraiment même mon business il vient de là. Donc c'est pas étrange quand tu dis business ça peut être étrange pour certains mais comment oui non il faut la tête. Moi c'est ma vue qui m'emmène à créer ce que je crée. Ouais, c'est ta guérison en fait, ta guérison, ton oui à ton intime de femme. Et tu sais, en ça, j'aimerais vraiment qu'on puisse parler de cette fameuse virginité. Euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je connais pas trop un petit peu, je connais pas trop la culture marocaine, mais j'entends beaucoup de témoignages de femmes qui ont peur, si tu veux, de ne pas saigner le jour de leur mariage, qui ont ce poids vraiment, la peur de ne pas honorer leur famille, d'être comme la honte. Est-ce que tu le ressens, toi, tout ça dans tes groupes de parole des femmes? À quel point cette virginité, eh bien, elle est il y a une espèce de poids sur le sexe des femmes qui pèse et qui les empêche. Voilà, j'aimerais vraiment avoir ton point de vue, comment ton ressenti de femme arabo-musulmane là-dessus. Alors oui, il y a le poids de la virginité en fait. Quand tu n'es pas vierge, et d'ailleurs, on peut te faire un test en fait. Tu fais comme un certificat de virginité avant le mariage avec les papiers administratifs. C'est plutôt religieux, j'imagine. Mais religieux, pas le vrai sens de la religion. C'est vraiment ce que nous avons un peu dévié de la religion, parce que donc voilà, on emmène on va vraiment chez des médecins et puis on fait un certificat de virginité. Donc ils cherchent, ils voient vraiment si l'hymen et tout est en place, n'a pas été touché. Et du coup, on livre un certificat et puis ça se donne voilà avec le dossier de mariage. Et voilà. Et donc certaines femmes en portent quand elles subissent voilà soit des relations avant ou si elles ont des relations avant, antérieures. Donc, elles vont vraiment aller faire des interventions chirurgicales pour un peu recoudre tout ça. Et donc, c'est aussi un peu... C'est juste incroyable parce que, tu sais, c'est un truc de dingue. Parce que l'hymen, il y a des femmes qui n'en ont pas de naissance parce que c'est un vestige embryonnaire et il y a différentes formes. Et que logiquement, l'hymen, quand une femme est bien préparée sexuellement parlant, qu'elle est détendue sa nuit de noces, elle n'est pas obligée. C'est une membrane qui est très élastique, qui peut se dilater et elle n'est pas obligée de saigner. Est-ce qu'il y a vraiment toujours cette obligation de devoir saigner, d'avoir mal, pour se dire finalement je suis une vraie femme, ça y est, j'ai offert ma virginité à mon mari? Il y a encore ce poids-là? Ah oui, il y a encore ce poids-là. C'est vrai que moi, je vais dans des villes qui sont vraiment dans de grandes villes, mais il y a encore dans des villages vraiment un peu lointains de la capitale et tout ça. Ça se fait en fait. Moi, ma mère, elle me racontait, bon, elle n'a pas eu ça, heureusement, hein, mais elle me racontait quand vraiment dans vraiment la famille un peu, ben, ce qu'on fait, voilà, vraiment, je vais le dire, c'est très bien en fait de lever le voile sur ça. En fait, ben, et les femmes en souffrent en fait. Bon, le mariage, donc voilà, là, il y a la rencontre avec le mari et puis il y a toute la famille, surtout du mari, qui attendent derrière la porte pour écouter si ça a été fait et puis elles prennent, c'est fou quoi, elles prennent le pantalon, il doit y avoir du sang. Et elles mettent le pantalon sur un plateau et puis elles vont vraiment faire le matin, elles vont faire un peu comme une petite fête, mais une balade avec le pantalon en sang, mais dans les villages. Et puis, comme c'est une fierté. Et quand il n'y a pas ça, ben, c'est l'horreur.
que ce soit pour l'homme, pour dire qu'il n'est pas puissant, mais c'est surtout la femme parce qu'elle n'est pas vierge. Et en fait, peu importe ça, est-ce que c'est vraiment elle n'est pas vierge ou bien juste qu'elle n'est l'hymen, la structure de l'humaine et tout ça, euh, la femme porte cette honte toute sa vie. Et pas la honte que de son mari, c'est-à-dire que le mari, il peut pardonner, il peut, voilà, il peut passer, il peut surmonter ça, mais c'est la famille en tout cas. Donc, c'est vraiment l'image et le poids, le fardeau que portent ces femmes-là toute leur vie. Et et c'est transgénérationnel, c'est-à-dire de mère en fille. Et c'est affreux, parce que c'est affreux. Ouais, ouais, moi qui ai vraiment accompagné des femmes sur l'histoire de leur hymen, quelquefois, tu sais, dans certains touchés, euh, mais en fait, il y a le poids de la honte sur l'entrée vaginale et il y a des sanglots qui sortent, des sanglots et des sanglots et des sanglots. Tu vois, c'est même pas des mémoires, si tu veux, de cette vie-là, de cette dimension-là. Je pense que chaque femme porte, nous portons cellulairement l'histoire de l'humanité entière dans nos cellules. Mais il y a certains entrées de vagin, certains hymens qui ont des flots de pleurs à laisser couler par rapport à ce poids de la honte, ce poids du déshonneur. Parce que c'est affreux de porter tout un déshonneur comme ça, que la vulve, cette bouche merveilleuse qui aspire cette énergie vitale de la terre et du vivant, elle ne peut pas respirer tellement elle est honteuse de ne pas avoir saigné, de ne pas avoir pu... oui, parce qu'elle n'était pas, parce que ça s'est pas fait comme ça. Et moi, ça me touche énormément. Ça me touche, mais profondément, comment la sexualité, comment les vulves des femmes portent encore ce fardeau de l'honneur de lignées entières. Ça me touche, vraiment. Oui, 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 bah oui, bien sûr, et c'est un peu triste quand même. C'est un peu triste que vraiment on afflige tout ça sur le dos d'une femme. C'est vrai qu'elle l'a choisi d'une manière ou d'une autre et elle le choisit encore, cette inconscience, par peur, par doute, parce qu'elle est loin de là. Donc elle va aller chercher vraiment cet honneur à travers les diplômes, à travers les enfants, d'avoir un enfant et tout ça. C'est un paramètre d'honneur. Et puis elle s'éloigne de plus en plus, parce qu'à un moment donné, on vient avec ce corps et on part, on le laisse et on part. C'est-à-dire, c'est notre fierté. Si on peut vraiment lui offrir le cadeau de la libération, ce serait le meilleur cadeau qu'on puisse offrir aux générations passées, aux générations futures. Et c'est affreux, vraiment. Mais elle l'a choisi d'une certaine manière. C'est-à-dire, OK, il y a le poids de la société, de tout ça, mais elle l'a choisi de cette manière. Parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment se, se lever, se réveiller et euh, se libérer de tout ça. Mais c'est pour ça que je pense que toi et moi, nous sommes animés, en fait. C'est parce que pour toutes ces femmes qui sont encore dans ce choix de l'endormissement, Hmm. conscient ou inconscient, puissent percevoir à travers peut-être des vidéos, à travers une chaîne YouTube, à travers une interview, euh, d'entendre juste une lueur de conscience, un Hmm. frétillement différent, qu'il est possible de conscientiser en fait sa sexualité de femme, son plaisir de femme, sa, euh, sa conscience dans son vagin et dans sa vulve d'une façon totalement différente pour prendre de l'autonomie, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est vraiment que les femmes puissent être autonomes et rencontrer les hommes d'une façon beaucoup plus, comment dire, de cœur à cœur, et non plus je me soumets, je suis ta chose, je suis ta femme, je n'ai plus de nom, je n'ai plus, tu vois, il y a encore quelque chose comme ça, mais il n'y a pas, enfin, c'est juste un truc de dingue. Une femme mariée, pour le coup, son nom de famille disparaît, enfin, elle s'appelle, moi pendant des années, je me suis appelée Madame Philippe Tatati Tatata. Hmm. Tu vois, il y a vraiment eu encore dans l'inconscient collectif, qu'on soit catholique ou musulmane, peu importe, mais il y a vraiment euh, cette objetisation en fait de la femme soumise qui appartient à l'homme, au mari, et qui à un moment donné, quand elle prend contact de sa puissance sexuelle
Il y a quelque chose de l'ordre de ses désirs, de qui je suis en tant que femme, en tant que femme sauvage, qui je suis dans à l'intérieur, en bas. Elle peut rencontrer l'homme d'une façon totalement différente. Il y a comme une espèce de rencontre beaucoup plus alchimique et non plus une dépendance, en fait. Euh, Ça peut créer aussi pour moi cette conscience de la vulve. Tu le sais, j'œuvre aussi beaucoup dans l'énergie d'argent et je me rends compte que les femmes qui conscientisent leur puissance sexuelle, automatiquement derrière, il y a des retombées sur leur autonomie financière. Peu importe comment ça arrive, à partir d'un business, à partir de plein de choses, il y a plein de choses qui se mettent en place, comme si cette puissance sexuelle, cette joie renouvelée dans ce Graal, dans ce bassin, et finalement cette histoire de la relation à l'argent et les femmes, tout ça c'était intimement intriqué, imbriqué, et que quand on ouvre la porte de la vulve, moi je dis toujours que la vulve c'est une bouche ouverte vers la terre, elle dit oui, elle s'ouvre comme ça, comme une espèce de, tu vois, de bernique, et quand elle s'ouvre pour recevoir, elle reçoit tout, à la fois l'énergie sexuelle, à la fois l'homme, qu'elle peut connecter au cœur, elle n'en a plus peur, voilà, et elle reçoit aussi toute l'énergie d'argent qui est liée à ce oui, à la vie. Et on a tout intérêt, nous, en tant que femmes, pour être en paix avec les hommes. Tu disais tout à l'heure qu'effectivement, on fait ça pour nous, mais pour les hommes. Mais c'est parce que nos hommes nous attendent. Ils attendent que nous récupérions notre puissance sexuelle. J'en suis Ouais, intimement persuadée. oui, Et je crois aussi que nos enfants attendent. Enfin, nous sommes les berceaux, nous les femmes, nos ventres, nous sommes les berceaux de l'humanité. C'est-à-dire que nous mettons au monde à partir de nos grâles. C'est nous qui sommes en gestation. Tu parlais tout à l'heure, c'est quand même pas rien que c'était pendant ta grossesse. Tu vois, le fait d'être incarné par une âme, pour moi, quand on porte la vie, il se passe tellement de choses, des prises de conscience. C'est une initiation d'être mère. Moi, comme toi, j'ai été initiée dans la maternité. Et au fur et à mesure des enfants, des âmes qui m'ont traversé le corps et donc le bassin, euh, j'ai eu cette sensation d'ouvrir, de me libérer de tellement du poids du passé, de tellement de choses, tu vois, d'ouvrir cet espace à l'intérieur de moi. Et, euh, et je crois que plus les femmes vont être apaisées dans leur bassin, plus elles vont être en lien avec leur puissance sexuelle, plus en fait nous allons mettre au monde des enfants euh, capables de goûter leur autonomie rapidement. Il y a comme une forme de, tu sais, dépendante de ce lien névrotique de l'emprise matricielle sur l'enfant. J'existe parce que je suis mère. Non, j'existe parce que d'abord je suis une femme. Et ensuite, je suis une mère. Mais avant d'être une mère, nous sommes toutes des femmes. Et je crois que de se sujettiser en tant que femme, nous rendons le pouvoir à nos enfants. Et ça évite, tu vois, toutes ces confusions, toutes ces dépendances. Euh, voilà, j'ai cette sensation que plus nous guérissons nos ventres, nos bassins, plus en fait nous allons dans une ère de paix en fait pour cette humanité. C'est comme si en fait, tu sais, j'ai cette sensation en ça. Je ne sais pas si tu as la même sensation que moi, mais j'ai cette sensation qu'en fait, depuis je ne sais pas combien de milliers d'années, on a fait un saut de mouton. Si on a sauté, il y avait quelque chose comme si on avait vraiment effacé nos sexes et nos bassins, comme si et que ce qui nous est demandé actuellement pour que toutes ces femmes en ce moment du monde entier sont en train de se dresser le poing levé et elles disent non, en fait. Dans le monde entier, il y a des révolutions au niveau des femmes. On est en train de se sujettiser. La sujettisation passe par le non. Ça, je ne veux plus. Toi, tu l'as fait avec ta gynéco. Tu as dit non. Moi, c'est pareil. Quand il m'a coupé la première fois, la deuxième fois, je lui ai dit, vous ne me touchez pas. Et ça demande de se positionner. Et on est toutes en train de nous positionner d'une façon collective, mondiale en ce moment. Et on se positionne parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui remonte de nos bassins, tu vois, ce fameux féminin sacré, la femme sauvage, la femme qui sait intuitivement, cellulairement ce qui est bon pour elle. ouais, On n'est pas trop à ouvrir nos bouches
d'en bas et d'en parler avec le haut. Ah là là là. Eh oui. Ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça que je trouve que c'est tellement courageux de ta part, parce que je sais à quel point dans ta communauté arabo-musulmane, il y a encore tellement encore de tabous et de voiles que je trouve que c'est, comment te dire, euh, que c'est hyper courageux et comment te dire que moi, voilà, c'est pour ça que je t'invite. Je ne peux pas ne pas t'inviter. Oh. C'est pas possible. Oser avec ta culture, avec tout ce poids encore des traditions, de la religion, et c'est OK, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais d'oser, si tu veux venir mettre, ne serait-ce que de l'élégance et de, allez, venez, on va juste regarder ensemble. Mais c'est juste énorme, c'est énorme. Je ne sais pas si tu te rends compte. Alors, non, je me rends compte, avant, non, mais maintenant, maintenant un peu plus parce que bah, je suis vraiment OK avec tout ce que tu as dit. Et alors, bah, il y avait plusieurs points où je voulais vraiment rétorquer, mais il y avait le point de la peur. La peur. Tu as parlé de la dépendance. Il y a la peur. La peur d'être soi, la peur de cette autonomie, la peur d'être cette femme autonome dans tout, mais vraiment dans tout. Et je pense que ça demande du courage, ça demande de dire oui, ça demande de se dévoiler, c'est-à-dire d'être nue, d'être toute nue, pas d'être nue avec non, mais d'être nue. Je pense que ce qui nous fait peur, c'est plus cette authenticité, cette femme sauvage qui sommeille en nous et justement qui hurle. Donc le problème, c'est que ces femmes souffrent. On souffre moins quand on est plus audacieuse, quand on ose, on souffre moins. Il y a encore de la souffrance, mais on souffre moins. Parce que ce que j'appelle souffrance, c'est des défis. Ce sont des défis. À chaque fois, on ouvre des portes. Et donc, il y a le défi, il y a une petite douleur. Allez, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? L'hésitation. Mais à un moment donné où tu dis, coûte que coûte, j'y vais, j'ouvre la porte. Pourquoi? Ça vient pas de là. Ça vient pas d'une personne qui t'a donné un diplôme pour dire, OK, maintenant tu y vas. Ça ne dépend pas d'une maman qui te dit, allez, vas-y, ma chérie, maintenant tu peux y aller. Non, c'est encore plus puissant que ça. Ça vient du bas. Et c'est le bas qui te donne cette force pour te dire, allez, et vraiment il vient exploser toutes ces murs pour te dire, là, vas-y, juste, le savoir. Moi, quand je dis, j'appelais féminité élégante et puissante, et maintenant j'ai enlevé puissante, parce que la puissance pour moi, c'est pas de quand. La puissance, c'est tu sais pour toi ce qui est vrai en ce moment-là. C'est le savoir, et le savoir, il fait peur. Il fait peur à ceux qui se sont livrés à d'autres savoirs. Et aujourd'hui, c'est plus la peur d'être nu qui fait peur. Mais la peur d'être nu, c'est juste la peur d'être vraiment authentique, d'être la femme savante pour elle. Et donc, elle fait peur, cette femme. Elle fait peur. Elle fait peur parce qu'elle sait pour elle, on ne peut pas la manipuler, on ne peut pas la dévier, et on ne peut pas l'arrêter. Et donc, Hmm. elle fait peur aux hommes comme aux femmes. Et on croit, là, c'est vraiment un leurre, est une grande illusion. On croit que quand elle est dans cet espace-là, elle va laisser tomber tout le monde, elle va être dans la trahison. Mais c'est tout le contraire. Quand elle embrasse, quand elle incarne cet espace de puissance, ce savoir qui émane de sa vulve, mais bien au contraire. Elle ne peut pas être dans la trahison. Elle va être dans le choix de ce qui est vrai pour elle. C'est-à-dire dire, OK, maintenant je ne te veux plus, je veux autre chose. Et ça peut faire peur. Dire qu'aujourd'hui, non, on va construire une relation harmonieuse, nourrissante. Et donc, viens, je t'invite à d'autres espaces, à d'autres choix. Tu viens avec moi? Et donc, elle va inclure tout le monde. Et donc, c'est en fait là où je dis illusion, c'est-à-dire, non, la femme savante, elle ne fait pas mal. Elle ne peut pas faire mal. Elle choisit pour elle ce qui est vrai, mais bien au contraire, elle va guérir,
elle va soigner et elle va inclure sans exclure. Mm. Mm. Elle va réveiller, elle va guérir. Je dis vraiment, ce que j'ai perçu il y a quelques mois, j'ai perçu que la femme, quand elle est, quand elle est alignée, alignée, il y a plein d'histoires avec l'alignement, quand elle honore sa vulve, tout simplement, on va parler crash, quand elle honore sa vulve, quand elle a oui, alignement, parfois on se perd dans cet alignement. Donc, Oui, oui, je vois bien. quand elle honore sa vulve, quand elle reçoit le parfum de sa vulve, ben, ce que je voulais dire. Oui, elle est une guérison. Juste comme ça, sa marche est une guérison. Son sourire est une guérison. Son regard est une guérison. Son silence est une guérison. Et ça, je l'ai perçu. C'est-à-dire, oh waouh, c'est ça la femme. C'est c'est ça la vérité de la femme. Non, elle guérit. Elle guérit. Et femme épanouie dans sa vulve, depuis sa vulve, est une guérison là où elle est. Forcément, les médicaments ne vont pas trop marcher, donc ça n'intéresse pas beaucoup la santé. Désolée pour vous, mais nous, on en a marre d'endormir encore cette sauvage, cette, euh, cette sauvage qui sommeille en nous. Donc, on la réveille. Wow, merci Ansar. Je suis honorée par cet échange, par ton authenticité, par cette transparence de l'espace où tu es. Je suis en joie. Voilà, je suis vraiment en joie. Euh, nous avons de la chance. Nous nous sommes accordés cette chance et nous continuons ensemble eh bien, à toujours ouvrir un peu plus l'espace d'un cœur qui s'incarne dans une vulve, voilà, et qui propose d'autres dimensions, d'autres espaces, voilà, d'autres possibilités en fait, à partir de cette guérison. Hmm. Je te remercie. J'ai envie de dire une invitation, si tu me permets. Vas-y. On s'est livré depuis notre enfance, on est invité, on invite les autres à lire, lire des livres. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut se perdre dans toutes ces lectures, dans tous ces livres, dans tous les enseignements. Et aujourd'hui, il est temps, il est temps d'aller ouvrir son propre livre. C'est, c'est son corps et encore plus, c'est sa vulve. Ouvrir ce livre et lire, commencer à lire. Ouais, commencer vraiment à lire et choisir et apprendre à partir de ce savoir qui va venir, qui va jaillir, qui va nous accompagner. C'est-à-dire, il n'y aura pas de peur. La peur est une grande illusion. C'est-à-dire se livrer, honorer sa différence et ouvrir la porte pour traverser ces espaces-là en toute sérénité, en toute confiance, parce que la bonne nouvelle, nous ne sommes pas seuls. Contrairement à ce qu'on croit, on a une vulve. Tout à l'heure, tu disais, je suis une femme, je porte la vie, et moi, je compléterai. Je suis une femme. Et non, j'existe, je suis une femme, tu as dit. J'existe, je suis une femme. Et je dis, en complément, je dis, j'existe parce que j'ai une vulve. Mmh. Et une vulve, c'est mon trône que je mettrai. Il est très cher, c'est pour ça qu'il est dans cette partie-là. Il est très cher. Et maintenant, il faut le mettre sur sa tête comme un trône et puis marcher la tête haute et fière d'être une femme. Parce que nous ne pouvons honorer notre place sur cette terre que si, et que si nous honorions notre trône pour devenir la reine de son royaume.
Une reine, tout le monde est au service de cette reine. Pourquoi? Parce qu'elle a honoré son royaume. Et il est temps d'aller œuvrer en nous. C'est Hmm. c'est ça. Arrêtez arrêtez même d'aller derrière dans le passé. Maintenant que vous pouvez, ne vous perdez pas encore dans ah oui, le passé, ma mère, mon, je ne sais pas qui, la société, la religion. C'est foutaise, quoi. Allez-y. On rassemble, on regroupe nos efforts et notre énergie pour ouvrir notre livre. Tout ce qui vient de l'extérieur, ok, je le reçois. Mais d'abord, mon premier livre, c'est ma vulve. Et donc, j'existe parce que j'ai une vulve. J'existe parce que j'honore ma vulve. Et c'est ça. Tous les matins, chères dames, celles et ceux qui nous regardent, regarde-toi dans le miroir et dis, waouh, je suis fière d'être une femme parce que j'ai une vulve. Et Hmm. c'est un entraînement bon, voilà, parce que. Entraînons-nous à la rendre, à être fière et honorée. Merci Ansar pour ce beau mot de la fin. Je suis fière d'être une femme et d'avoir une vulve superbe, magnifique. Je t'embrasse infiniment. Ma vulve aussi. Ma vulve aussi t'embrasse et te remercie et t'inclut vraiment, merci. Ouais. Merci pour cet espace que nous offrons en toute transparence à ceux et celles qui sont prêtes à Oh, le recevoir. tu vas le recevoir. À tout bientôt. Je mettrai sous la vidéo bien toutes les informations nécessaires pour connaître un peu plus de l'œuvre de Ansar, ses accompagnements, la façon dont elle œuvre, etc., etc. À tout bientôt. À tout bientôt, merci.